J'en ai encore la chair de poule. Mon cœur battait à tout rompre en tournant ces pages. C'est une véritable claque. Il s'agit de 24 heures de la vie d'une femme, de Stefan Zweig. C'est une plongée vertigineuse dans la lutte acharnée entre nos instincts les plus sauvages et la morale qui nous étouffe. Foudroyant, au centre on a Mrs. C, une veuve aristocrate anglaise, vraiment le summum absolu de la respectabilité et du contrôle. Et pourtant, on est jeté sans ménagement au cœur de l'action, dans la moiteur étouffante d'un casino de Monte-Carlo, les yeux rivés sur des mains tremblantes au-dessus d'un tapis vert. Une femme à la dignité de fer qui sacrifie sa réputation, son honneur et toute son existence en une seule journée, pour un inconnu total. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? L'enjeu est colossal. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Un faux pas, une seconde d'hésitation, et c'est le suicide sanglant d'un jeune homme ou la ruine totale d'une femme. Et pour vraiment comprendre l'ampleur de cette explosion, de ce chaos total qui dévore une vie en si peu de temps, il faut revenir au point de départ. Parce que le début de l'histoire, c'est l'antithèse absolue de ce drame. On commence dans une petite pension de famille très bourgeoise sur la Riviera. Ouais, un endroit d'un ennui mortel. Exactement. C'est une ambiance hyper feutrée, un microcosme où règne une politesse, mais vraiment étouffante. Pour se faire une idée, aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de scroller indéfiniment sur son téléphone en dimanche après-midi pluvieux. Les résidents boivent leur thé, font de petites promenades digestives, parlent de la météo avec une courtoisie glaciale. Et là, au milieu de cette torpeur absolue, c'est l'explosion nucléaire. Le scandale absolu, ouais. Un scandale énorme. Madame Henriette, qui est l'archétype même de la mère de famille irréprochable, s'enfuit subitement. Elle abandonne son mari, ses deux filles, et elle part avec un jeune Français super charmant qu'elle n'a rencontré que la veille. Et la réaction de la petite société bourgeoise de la pension est immédiate. Au dîner, c'est une véritable curée. Il condamne cette femme avec une violence qui frôle l'hystérie. On la déchire à belles dents. En fait, ce qui les terrifie, c'est pas tant l'acte de tromperie, c'est la soudaineté de la chose. Bah oui, parce que ça remet tout en question pour eux. Exactement. Ils ont ce besoin vital, pour se rassurer, d'inventer des théories rationnelles. Ils disent «Ah, mais elle devait le connaître depuis des mois, c'était prémédité». Parce que s'ils acceptent qu'une personne puisse tout jeter par la fenêtre sur un simple coup de foudre, ça veut dire que leur propre vie, leur vie super bien rangée, elle ne tient qu'à un fil. C'est ça. Et au milieu de ce lynchage généralisé, il y a une seule voix discordante qui s'élève. C'est le narrateur de l'histoire. Il est le seul à la table à prendre la défense de cette femme en fuite. Il balance un concept hyper moderne pour l'époque, le droit à l'égarement. Il affirme qu'on peut très bien, sous le coup d'une impulsion inexplicable, agir contre toute raison. Et c'est ce refus de juger qui agit comme un détonateur. Tout à fait. Parce qu'à cette même table, il y a Missy C, cette dame anglaise aux cheveux blancs, hyper digne, qui écoute tout ça en silence. Et l'ouverture d'esprit du narrateur la pousse à se confier. Elle décide de libérer ce secret brûlant qu'elle garde en elle depuis 20 longues années. Et c'est là qu'on bascule. Elle l'invite dans sa chambre, dans la pénombre, et le récit nous aspire dans le passé. À l'époque des faits, Mrs. C a 42 ans. Elle vient de perdre son mari, ses enfants sont grands, ils ont leur propre vie. Du coup, elle erre de grand hôtel en Europe. Elle est complètement anéantie, rongée par un ennui dévastateur. Elle est vide de l'intérieur, en fait. Voilà, un sentiment d'inutilité totale. Et pour essayer de combler ce vide insoutenable, un soir, elle atterrit dans cette moiture fiévreuse du casino de Monte-Carlo. Et la façon dont c'est raconté, c'est incroyable. Elle vient pas du tout pour jouer. Elle vient juste pour observer la nature humaine à l'état brut. Et sa méthode est fascinante. Elle refuse catégoriquement de regarder les visages. Elle concentre toute son attention uniquement sur les mains des joueurs. Parce que les visages mentent. C'est exactement ça. Le casino, c'est ce miroir impitoyable où les masques volent en éclats. Les visages restent de marbre, impassibles, comme la bonne société l'exige. Mais les mains, elles, libérées du contrôle conscient, elles hurlent la vérité. Et le regard de Mrs. va être irrésistiblement happé par deux mains en particulier. Celle d'un jeune homme de 24 ans, un aristocrate polonais. La description de ses mains, c'est viscéral. Vraiment. Ce sont des mains longues, super distinguées, mais qui semblent vivre d'une vie totalement propre, indépendante de sa volonté. Elles se tordent comme des bêtes sauvages. C'est ça, elles s'agrippent l'une à l'autre à faire craquer les phalanges. Elles expriment une tension spasmodique qui est juste insoutenable. La ruine est racontée juste à travers les mouvements de ses doigts, c'est d'une intensité folle. Quand la bille tourne, les mains se cambrent comme des panthères prêtes à bondir.
Il jette ses jetons, non pas avec l'espoir de gagner, mais avec une fureur complètement désespérée. Et quand le croupier annonce la perte, le contraste est glaçant. Les mains meurent sur le tapis. Elles s'effondrent, oui. Elles s'aplatissent comme des méduses échouées. C'est la perte de tout un héritage, d'une âme entière, racontée juste par ses doigts frénétiques qui finissent par fouiller le vide de ses poches retournées. Et la descente aux enfers atteint son paroxysme à ce moment-là. Le jeune homme vient de perdre sa toute dernière pièce. Il se lève et il quitte la table en chancelant. On dirait un mort-vivant, un automate. Ses yeux sont éteints, tout son corps respire l'anéantissement. Et Mrs. Combre comprend instantanément. Elle lit en lui, comme dans un livre ouvert. Une certitude viscérale, aucun doute. Il va se donner la mort. Il n'y a plus d'issue. Sa trajectoire le mène droit au suicide. Et c'est là qu'on arrive au conflit interne le plus puissant de cette histoire. Pourquoi cette femme d'une dignité absolue, façonnée par toute la rigidité de l'époque, décide de suivre cet inconnu dans la nuit noire, sous une pluie battante en plus? C'est un acte totalement irrationnel. C'est un combat titanesque entre son conditionnement social et son instinct. Bah oui, sa morale lui hurle que c'est indécent d'aborder un homme dans la rue à cette heure-là. Mais il y a cette force brutale, ce besoin de sauvetage quasi-animal qui la pousse à empêcher la destruction de ce corps. Elle finit par le rattraper sous l'orage. Il s'est effondré sur un banc sur la promenade, il est trempé jusqu'aux os, il attend juste la fin. Et là, elle tente une approche hyper maladroite. Elle essaie de lui glisser de l'argent pour qu'il prenne une chambre, qu'il se mette à l'abri. Mais le malentendu est sordide. Ah oui, complètement. Lui, avec le cerveau embué par le désespoir, il interprète tout de travers. Il prend cette dame de la haute société pour une prostituée de bas étage qui veut se vendre ou profiter de lui. C'est l'humiliation suprême. Et le basculement physique de la scène est terrifiant. Face à elle qui s'obstine, lui, il est soudain possédé par l'énergie du désespoir. Il l'agrippe avec une force bestiale, impossible d'y résister. Et il l'entraîne de force vers un hôtel borgneux, un bouge minable sur le port. Et elle ne se débat même pas. C'est ça qui est fascinant. Elle subit une paralysie totale de la volonté. Ses muscles refusent de lutter. Sa voix s'éteint. Elle est tellement étouffée par la honte sous le regard crasseux du portier de nuit qu'elle se laisse emmener sans un cri, aspirée dans ce gouffre. Et le réveil le lendemain matin. Le contraste est juste saisissant. C'est une agonie mentale. Tu imagines se réveiller au grand jour, dans une chambre sordide qu'on ne connaît pas, à côté d'un homme à moitié nu qu'on n'avait jamais vu la veille. La honte indicible. Écrasante. Son seul et unique instinct à cet instant, c'est la fuite. Une fuite lâche, immédiate, pour retrouver la sécurité et la propreté de sa vie ordonnée. Mais au moment où elle rassemble ses vêtements, en tremblant de tous ses membres, elle pose les yeux sur le visage du jeune homme qui dort. Et là, c'est l'instant de grâce. La honte se sublime en une illumination spirituelle totale. Les traits de cet homme, qui étaient déformés par les spasmes monstrueux du jeu, sont devenus lisses, apaisés, presque enfantins. Le monstre a disparu. Voilà, il dort paisiblement. Et elle prend conscience de la portée de ce qu'elle a fait. Elle a littéralement arraché un être humain à la mort. Pour elle, soudain, ce n'est plus une nuit de souillure, c'est une mission sacrée accomplie. Elle arrive à s'esquiver avant qu'il ne soit complètement réveillé. Mais elle prend soin de lui donner rendez-vous pour le déjeuner. Et ce déjeuner, c'est une nouvelle étape cruciale. C'est le moment de la confession totale. Il déverse tout. Il explique l'addiction dévorante qu'il ronge. Il avoue qu'il a volé les bijoux de famille de sa tante pour jouer. Il lui montre l'immensité du gouffre. Et face à ce désastre, Missy C, elle prend les commandes avec une autorité de fer. Elle est déterminée à verrouiller ce sauvetage pour de bon. Elle l'emmène dans une église, dans le silence sombre et solennel. Elle lui remet assez d'argent pour payer un billet de train pour la Pologne, racheter les bijoux et effacer ses dettes. Mais il y a une condition. Ah oui, une exigence absolue. Elle le force à s'agenouiller et à jurer devant Dieu de ne plus jamais, au grand jamais, s'approcher d'une table de jeu. La scène est d'une puissance émotionnelle foudroyante. C'est l'apogée de l'illusion morale de l'histoire. Lui, il obéit avec une ferveur qui confine à l'extase. Il pleure, il embrasse l'ourlet de sa robe, il la vénère comme une sainte descendue du ciel pour le sauver. Il jure solennellement de prendre le train le soir même. Et là, en apparence, tout est réglé. La morale est s'ouvre, oui. Si on s'en tenait là, ce serait une belle histoire héroïque. Une bonne action, une dame qui retourne à sa vie tranquille. Mais c'est précisément ici qu'arrive le véritable séisme de ce récit. Le jeune homme s'en va pour préparer son départ, et Mrs. C se retrouve seule. Et le soulagement ne vient pas. Pas du tout.
Au lieu du doux soulagement du devoir accompli, elle est percutée par un vide dévastateur. Une souffrance physique aiguë qui lui déchire littéralement la poitrine. Et pourquoi? C'est le cœur nucléaire du drame. La véritable nature de ses sentiments remonte violemment à la surface et ça pulvérise toutes les excuses morales qu'elle s'était racontées. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié maternelle. Non, elle réalise avec une lucidité terrifiante qu'elle est dévorée par le désir. Au fond d'elle-même, elle espérait qu'il se rebelle. Elle voulait qu'il refuse de partir seul, qu'il la grippe de nouveau et qu'il l'entraîne avec lui dans sa chute. L'effondrement total de son système de valeurs. Totale. Elle comprend que si, à cet instant précis, il lui avait demandé de le suivre, elle y serait allée sans l'ombre d'une hésitation. Elle était prête à jeter toute son existence aux ordures. Son nom immaculé, sa fortune, ses enfants, sa réputation anglaise forgée sur des décennies. Plus rien n'a d'importance face à l'envie vertigineuse de s'abandonner à cette passion. La digue morale a complètement cédé. Et la tension monte à un niveau insoutenable. Elle est à moitié folle de désir, rongée par la terreur d'avoir laissé filer la seule étincelle de vraie vie qu'elle ait ressentie depuis la mort de son mari. Elle perd tout sens des réalités. Elle fait boucler ses malles en urgence, elle abandonne sa famille en plein repas mondain en prétextant un malaise, et elle se met à courir à travers les rues. Le cœur battant, le souffle court. Elle se précipite vers la gare pour le retrouver avant son train de 19h. Son but est super clair, elle veut tout lui avouer et fuir avec lui. Et la scène de la gare, c'est un chef-d'œuvre de suspense angoissant. Imagine cette femme haletante qui arrive dans cet immense hall. Ses yeux scrutent frénétiquement la foule. Elle cherche cette silhouette familière partout. Mais le quai est dramatiquement vide. L'heure du train est passée. Et là, une question terrible la frappe de plein fouet. Que s'est-il passé? Il en route vers la rédemption. Ou bien, le démon du jeu, cette force monstrueuse, invisible, l'a-t-il rappelé? Est-ce que l'odeur du tapis vert a été plus forte que son salut? L'horreur de cette hypothèse. Que se passerait-il si elle retournait au casino pour vérifier? On a presque du mal à imaginer le choc de ces deux forces. D'un côté, cet instinct pur d'amour et de sacrifice absolu d'une femme, et de l'autre, le mur de briques de l'addiction la plus féroce, totalement aveugle et sourde à la raison. C'est une chose qu'il faut absolument vivre en lisant l'œuvre. Raconter la fin, ce serait amputer ce récit de sa véritable puissance. C'est une expérience d'une cruauté magnifique qui laisse une vraie cicatrice. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, ça soulève une réflexion finale hyper troublante pour notre propre réalité d'aujourd'hui. Dans notre époque moderne, où les addictions sont devenues numériques, souvent silencieuses, dissimulées derrière nos écrans, est-ce qu'on serait encore capable de remarquer ces fameuses mains nerveuses chez les gens qui nous entourent? C'est une excellente question. Ou bien est-ce qu'on est devenu totalement aveugle à la détresse de l'autre? Trop absorbé par la perfection affichée de nos propres vies pour voir qu'un être humain, juste à côté de nous, est sur le point de tout perdre. Il y a vraiment de quoi y réfléchir, bien au-delà de l'histoire. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.